Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast AWS en français. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter toutes les semaines. Je sais que c'est un gimmick, je le répète quasiment toutes les semaines, mais c'est vrai, on voit les courbes qui augmentent. Aussi pour le podcast AWS, continuez de laisser des 5 étoiles, des petits pouces vers le haut, c'est ça qui titille les algorithmes et qui nous permet un bon référencement sur les différentes plateformes de podcast que vous utilisez pour nous écouter. Aujourd'hui, nous allons parler observabilité, un mot difficile à prononcer, monitoring, avec une touche d'intelligence artificielle. On va parler de ça avec Packet AI. J'ai le plaisir d'accueillir Hardik Thakkar, qui est cofondateur et CEO de Packet AI, et Adi Azouni, qui est cofondateur et CTO. Messieurs, merci d'être là. Merci de nous donner un tout petit peu de votre temps. J'ai parlé observabilité et monitoring. On peut peut-être commencer par là. C'est quoi la différence entre les deux, l'observabilité et le monitoring ? Merci Sébastien de nous avoir aujourd'hui et je vais prendre cette question. Pour nous, c'est observabilité permet de faire du monitoring. Donc, si je dis l'objectif du monitoring, c'est quoi? Dans une ligne, parce que c'est un sujet assez vaste, c'est d'assurer la continuité de mon activité ou business continuity. C'est-à-dire que j'ai une infra, j'ai mes applis, j'ai mon business qui tourne et je veux m'assurer qu'il n'y a pas de downtime. Je peux assurer la continuité, je peux servir les clients 24/7. Et dans ce cas-là, observabilité me permet d'avoir la vision sur tout ce qui se passe au sein de mon infra, au sein de mon appli. Il y a maintenant, on dit les 3 pillars of observability, les logs, les métriques et les traces, mais ce sont des informations, ce sont des data points qui me permettent d'avoir la visibilité et assurer que tout se passe bien. Par contre, le monitoring, c'est vraiment le fait de pas avoir des incidents. Quand il y a des incidents, de permettre aux ingénieurs de rapidement résoudre les incidents et assurer que tout marche bien. Donc, pour nous, c'est observabilité, c'est un subset de monitoring quelque part. Et donc l'observabilité, si je veux un peu vulgariser, c'est le fait d'instrumentaliser mon code pour aller chercher les métriques qui permettent de réaliser le monitoring après? Exactement, c'est les métriques, c'est des chiffres. Les logs, ce sont des événements, c'est des événements textuels. Et les traces, c'est quand tu instrumentes ton code, tu peux avoir les détails de chaque service, combien de temps le code passe quand il va aller recruter la base de données ou aller pousser quelque chose vers l'API. Donc oui, c'est les 3 choses qui sont importantes pour avoir une observabilité ou mesurer la performance, si on veut, d'une infra ou des applis ou tout ce qui est lié au stack technique. Alors, dans une application moderne, aujourd'hui, on a des dizaines de containers, de micro-containers, de services, différentes bases de données, etc. Ça peut devenir très compliqué, très riche. Donc, quels sont les challenges que vous observez chez vos clients ou qu'est-ce qui vous a poussé à créer Packet AI? C'est quoi les challenges en matière d'observabilité et de monitoring aujourd'hui? Si je peux répondre à la première question et après je laisserai Hadi intervenir, mais c'est tout ce que je disais. En fait, aujourd'hui, si tu regardes les vendors ou n'importe qui, je vais pas les nommer ici, ce sont des concurrents, on parle d'observabilité comme une solution ou comme une réponse au monitoring. Mais c'est une fausse bonne réponse parce qu'aujourd'hui, comme tu dis, le cloud d'aujourd'hui ou les API d'aujourd'hui ou les infra d'aujourd'hui sont hyper complexes. On trouve tout de suite des milliers de microservices, des containers, des orchestrateurs, des milliers de nœuds, voire des dizaines de milliers de nœuds, des pétabits d'informations. Qu'est-ce que je fais juste avec l'observabilité? Où je regarde, qu'est-ce que je fais? Je donne un exemple. On travaille avec un client. C'est une entreprise tech en dessous de 2000 personnes. Eux, ils reçoivent, ils collectent à peu près 2 terabits de logs par heure et ils ont des dizaines de milliers de métriques. Donc 2 terabits. Répète ça, 2 terabits par heure. Oui, 2 TB of logs every hour. Donc 2 terabits de log par heure, ça fait 1,5 milliard à peu près de lignes de log chaque 60 minutes. Quand on a de l'observabilité, c'est très bien. Mais autant qu'un ingénieur, que j'étais dans le passé il y a à peu près 10 ans, et c'est dommage de voir parce que rien n'a changé en fait. Les méthodes sont les mêmes. Bien sûr, on a ajouté des briques avec les traces, c'est un peu plus simple à récupérer des choses, on peut faire des dashboards un peu plus fancy, etc., plus jolis. Mais à la base, si je suis un ingénieur, qu'est-ce que je fais de 1,5 milliard de lignes de log toutes les 60 minutes? Enfin, on fait des regex pour détecter des mots-clés et des choses comme ça. Exactement, c'est ça, comme ça que ça marche. Je vais, autant qu'un ingénieur, déjà devoir savoir qu'est-ce que je dois monitorer parce qu'on a des dizaines de milliers de nodes. On a beaucoup de métriques
Et comme on a parlé de logs, et ça c'est un petit client, hein, c'est 2000 personnes. Donc si on va vers les banques, on va vers des organisations hyper complexes, bah on va exploser ce volume. Donc autant qu'un ingénieur, c'est à moi de définir ou de savoir qu'est-ce que je dois monitorer. Déjà, c'est pas idéal. Deuxième chose, comme tu dis, je dois mettre des regular expressions, donc je dois savoir qu'est-ce que je cherche dans les lignes de log. Je dois mettre je ne sais plus combien, et le problème c'est que plus je mets, plus je reçois d'alertes, et plus je reçois de fausses alertes, je garde plus d'alertes. Donc c'est un peu paradoxal. Et troisième chose, sur les métriques, je mets des thresholds. Ce sont des quand ça dépasse 95%, 90%, qu'est-ce que je fais? Mais tout ça c'est trop compliqué. Donc finalement aujourd'hui on se retrouve et on parle souvent avec des CTO ou des DevOps ou des SRE, et tout le monde dit que face à cette explosion de données, cette explosion de complexité, parce que le cloud, tu dois savoir mieux que nous, ça apporte beaucoup d'avantages, beaucoup de flexibilité, beaucoup d'agilité, mais en même temps, c'est complexe. Les infras ont évolué de monolithique vers tout ce qu'on voit aujourd'hui, hyper dynamique, hyper informel. Et donc, c'est bien là où Packet AI vient, où on dit que aujourd'hui, avec le machine learning, on peut permettre aux ingénieurs de comprendre ce qui se passe au sein d'une infra sans mettre des règles et des thresholds. Donc ça, c'est dynamique, c'est fait par les algos. Donc ça permet aux ingénieurs d'anticiper ou éviter les pannes qui sont coûteuses. Et deuxième chose, quand les incidents arrivent, les algos de machine learning peuvent les guider vers les causes du problème, et ça leur permet de gagner à peu près 40-50% sur le MTTR. Donc c'est le Mean Time to Resolve. Et quelque part, ça complète l'observabilité, bien, comme tu as dit, c'est bien complexement. Voilà, c'est là où Packet AI vient. Et donc, qu'est-ce que vous faites différemment? Tu as parlé d'apprentissage machine, mais rentrons un peu dans les détails. Quelle est votre approche? Qu'est-ce qui est différent? Comment vous simplifiez tout cela? Oui, en fait, la façon dont on attaque le problème, elle est très simple. C'est-à-dire, on essaye de repliquer en fait ce qui se passe manuellement avec les ingénieurs qui sont expérimentés, qui sont experts. Donc aujourd'hui, si on prend un exemple d'une infra très complexe ou moyennement complexe déjà, on a généralement plusieurs apps, donc plusieurs endpoints de connexion des end-users, des API, des applications, des front-ends. On a derrière des microservices généralement qui tournent sur Docker, qui sont orchestrés par un moteur d'orchestration comme Kube, comme Docker Swarm ou autre. Donc, imaginons dans ce cas-là, imaginons un exemple où on a deux applications de endpoint, 5 microservices, donc payment, cart, user management, etc., login. Imaginons on a 3 instances de MongoDB comme database, on a une instance MySQL, et tout ça tourne sur Kube, donc tout est dockerisé, et tout ça sur une machine ou 3 machines Linux. Quand il y a un problème, c'est ultra difficile en fait de détecter la root cause. Alors, il y a deux façons. La façon traditionnelle, c'est qu'on mette des thresholds en fait partout, c'est-à-dire sur les CPU usage, memory usage, donc swap rate des machines. Après, on monte, on dit, on va mettre un threshold sur Docker consumption en termes de CPU. Sur le réseau aussi, c'est hyper important sur Kube. Donc, combien de packets in, packets out, etc. Donc, ça fera beaucoup de combinaisons de possibilités, en fait, de threshold pour monitorer bien l'infrastructure. Alors, disons qu'on a complété ce travail très manuel, qui prend beaucoup de temps. Donc, on a des thresholds en place. Ce qui arrive souvent, c'est que à T0, quand on a un incident, c'est-à-dire on a quelque chose qui pète, voilà, qui marche pas, une application qui répond pas, une latence énorme. Donc, on reçoit un ticket de l'utilisateur. Donc, ce qui se passe généralement en termes de troubleshooting, c'est que les ingénieurs, ils passent beaucoup de temps à regarder les thresholds et réfléchir si quel threshold dépassé, c'est-à-dire est-ce que le CPU a 99% qui a généré cette latence, ou est-ce que le packet in rate sur Docker qui a généré cette latence, etc., etc. Donc, c'est un travail d'inférence manuel, quoi. Enfin, c'est les humains qui font cette inférence. Donc, là, imaginons, donc ça, c'était 0. On a un incident. Après 3 heures, on détecte la root cause. C'est-à-dire, c'est quoi la métrique qui a généré la latence. Imaginons maintenant qu'il y a un algo, un superhumain, qui est capable de lire les logs de toute la stack, donc les applications, les services, les conteneurs et les syslogs en temps réel, donc lire les logs, lire les métriques, réfléchir en termes d'inférence et en termes de corrélation entre les métriques, et détecter en temps réel les moindres déviations dans l'infrastructure.
C'est-à-dire, il va détecter, en fait, OK, ce CPU, il se comporte anormalement, oui, différemment du normal. Donc, c'est la définition d'une anomalie. Il va détecter en temps réel cette anomalie, que ce soit sur les logs ou les métriques ou les traces. Après, ce qui est important, c'est le raisonnement, en fait, derrière. Donc, cet événement anormal, c'est quoi la proba que ça va générer un événement plus important dans le futur qui impacte mon end user en termes de latence, en termes de error rate ou autre. Donc, c'est ça le raisonnement qu'on automatise aujourd'hui avec les algos de Packet AI. Tu as parlé de métriques très système, du disque, du swap, du CPU, de la mémoire. Est-ce qu'il y a aussi des métriques plus applicatives, des codes d'erreur HTTP oui. par exemple, des codes 500? Tout ça fait partie de ce que vous monitorez. Dans la logique de Packet AI, on a ce qu'on appelle les métriques symptômes ou les métriques high level. Tout ce qui est latence, tout ce qui est error rate, les codes HTTP qui sont problématiques, etc. Donc ça, c'est les symptômes des problèmes généralement. Donc ça touche directement le end user. Et c'est là où on perd de l'argent en tant que business. Après, le deuxième type de métriques, c'est les low-level metrics. C'est le CPU, memory, etc. C'est des métriques d'infrastructure. Après, il y a des métriques intermédiaires, en fait, entre les deux. Donc, c'est combien de messages j'en ai dans une queue MySQL ou Kafka, par exemple. Oui, ou SQS voilà. Ou Kafka. Ça, c'est pas vraiment infrastructure, c'est pas vraiment end user. On les monitorise. Il y a un sujet qui est très à la mode pour le moment. Il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Je fais quelques interviews dans la presse à ce sujet-là, qui est la maintenance prédictive dans des environnements industriels. C'est-à-dire pouvoir détecter que des moteurs ou des trucs qui tournent, je dis toujours, des moteurs typiquement, vont tomber en panne justement en observant les métriques. À quel point ce que vous faites sur l'infrastructure est connecté ou est similaire à de la maintenance prédictive industrielle? Est-ce qu'on parle de la même catégorie de problème appliquée à un autre domaine? On ne parle plus d'industriel, on parle d'IT ici. Ou est-ce qu'il y a une spécificité qui vous est propre? Alors, oui, enfin, ce qu'on fait, c'est la maintenance prédictive pour les systèmes IT. Et la grosse différence entre ça et les machines, c'est vraiment deux aspects. Le premier aspect, c'est le temps réel. C'est-à-dire, on est obligé à réagir en termes de secondes, si ce n'est pas microsecondes peut-être, ou millisecondes. Le deuxième aspect qui est différent, c'est la data, combien de data on reçoit. Donc, si vous observez une machine, vous avez les vibrations, peut-être 10 ou 15 métriques au total. Aujourd'hui, on est en train d'injecter, dans le moteur Packet AI, des centaines de milliers de métriques en temps réel. Donc, c'est les deux différences majeures. Et j'ajouterais un point sur ça, parce qu'on a parlé de machine learning, c'est un sujet assez vaste. Donc, nous, on utilise la partie supervisée, la partie non supervisée et plein d'anomaly detection sur les métriques et des logs. Et une des différences, c'est aussi, quand on parle de machine learning, c'est faisable, ou je dirais pas c'est simple parce que c'est jamais simple, mais quand c'est des métriques, ce sont des chiffres normalisés, donc c'est plus simple à appliquer des algos. Mais nous, chez Packet AI, on a plein de types d'anomaly detection sur des logs. Et des logs, ce sont des fichiers textuels non structurés, donc on utilise beaucoup d'NLP. Et donc ça, c'est vraiment la différence entre industriel, où on reste sur quelques métriques, centaines de métriques, et ici, la complexité n'a rien à voir, et on ajoute tout ce qui est éphémère sur ça, donc tout ce qui est dynamique. Il y a des conteneurs qui se créent, qui se disparaissent, exactement. Exactement. Dans un environnement industriel, on n'a pas des nouveaux moteurs qui apparaissent et d'autres qui disparaissent. C'est plus stable. Il y a une autre brique qui est assez différente entre les deux. Ok, on a mentionné les logs. Donc, généralement, on n'a pas beaucoup de logs de formats différents qui viennent des machines industrielles. On en a beaucoup dans les systèmes IT. La deuxième différence, ou la deuxième partie qui est différente aussi, c'est tout ce qui est graphe, en fait, les interactions entre les composants. Donc aujourd'hui, on a des clients qui ont des graphes monstrueux, en fait. Donc le graphe, je veux dire, les interactions entre les nœuds. Donc ce MySQL, et les connecter directement à cette base de données, à ce Kafka. Après, derrière, il y a un Nginx, il y a 3 applications qui utilisent les 3 services en même temps. On a 15 microservices qui font des trucs différents dans le backend, etc. Donc l'aspect graph aussi, il est complètement différent, en fait.
Ça fait la différence entre les deux. C'est une bonne transition sur ma question suivante, c'est comment ça marche du point de vue de l'utilisateur. On va d'abord parler du point de vue de votre client. Ensuite, je suis curieux et nos auditeurs également. Je vais vous poser la question comment ça marche sous le capot, sans dévoiler de secret évidemment, mais quelle est l'infrastructure que vous avez mis en place pour pouvoir justement ingérer, traiter ce volume de données pour pour vos clients. Mais d'abord, d'un point de vue utilisateur, tu m'as convaincu, je veux démarrer. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois installer des agents, je suppose, dans mes containers et sur mes instances EC2. Donc oui, Sébastien, ça aussi, c'était monitoring, c'est une expérience, c'est-à-dire que moi, je vais assurer la continuité de mon business, mais si tu me demandes de passer 1 an pour pouvoir le faire, avec des intégrations, avec du manuel, je vais peut-être pas le faire parce que j'ai pas autant de temps on n'a pas le temps, le budget. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est paqueté. On a aussi, quand on a développé, on a pensé tous les pain points des utilisateurs, côté temps aussi, et la facilité. Donc l'agent, tu dois installer bien sûr, mais il est hyper simple à installer, ça prend 2 clics. Tu drops l'agent sur ton host, peu importe le stack que tu as. Donc, c'est un seul agent pour toutes les technologies. L'agent, une fois installé, va faire 2 choses. Donc, mapper ton stack et prendre les logs et metrics. On travaille sur les traces, donc ça viendra en Q3 ou Q4 plus tard cette année. Mais pour le moment, c'est logs et metrics. Donc, l'agent va récupérer ça. Toi, tu auras une topologie dynamique qui est créée avec tout le mapping entre le process, les services, ton appli jusqu'au host. Et ensuite, la solution est hyper simple à utiliser. Et on voulait, de toute façon, quand on a dit qu'est-ce que je fais d'autant de métriques, qu'est-ce que je fais d'autant d'informations. Donc, le but n'était pas de complexifier le travail d'ingénieur, mais c'était de faciliter. Donc, tu as cette topologie. Tu as la partie monitoring traditionnelle. Donc, avec Packet.ai, tu peux mettre des thresholds, tu peux aller chercher, fouiller dans les logs, tu peux faire ce que tu veux faire avec une solution que tu fais avec une solution classique. Mais en top, tu as le machine learning qui t'aide. Donc, c'est un peu comme une voiture autonome où tu as l'IA qui va te guider quand il y aura des problèmes, qui va t'envoyer des alertes pertinentes pour éviter les pannes, pour comprendre la cause du problème et pour le résoudre. Mais si tu veux prendre le volant, bah, tu as la flexibilité de dire que, OK, moi, je veux mettre un threshold parce que je connais ce métrique, c'est très important et moi, je veux absolument recevoir une alerte quand ça dépasse 95% parce que je ne sais pas quoi. Donc, tu peux faire ça. Donc, côté usabilité ou expérience, c'est vraiment, il faut tester la solution pour le voir. Et si il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont intéressés, ils peuvent nous contacter. On sera ravis de leur faire un trial et ils vont voir eux-mêmes que c'est très, très, très simple à installer et utiliser versus tout ce qu'il existe aujourd'hui. Et c'est sûr qu'ils utilisent quelque chose parce qu'il n'y a pas d'infra qui n'est pas monitoré. Je mettrai les liens dans les notes du podcast, évidemment, pour vous contacter, trouver votre site web et voir les démos. Tu mentionnes CloudWatch, c'est un point, justement, on a parlé d'installer un agent sur EC2 Docker, ça c'est bien pour collecter tout ce qui tourne sur la machine même, mais dans le cloud, il y a aussi des services managés, donc est-ce que vous pouvez aller chercher les données qui sont sur CloudWatch, les données des logs RDS, par exemple, ou des services managés de Mongo, enfin, des trucs comme ça. Quelle est la liste de services que vous supportez, que vous êtes capable d'ingérer, donc vous êtes capable d'ingérer les métriques? Donc aujourd'hui, si je parle des intégrations natives, c'est-à-dire tout ce qui est Mongo, tout ce qui est base de données, les proxys, les web servers, etc. On a une trentaine de technologies qui est les technologies les plus communes, c'est-à-dire qu'on les trouve partout. Si tu parles de Mongo, MySQL, Postgre, Kafka, RabbitMQ, les technologies comme PHP, Java, etc. Donc là, j'ai mélangé un peu les bases de données avec le messaging plus l'appli, mais juste pour dire qu'on couvre à peu près tout ce qu'on voit ou les technologies les plus communes. Et ensuite, on a une intégration avec AWS, donc tout ce qui est service managé, on peut collecter via CloudWatch avec Columbra pour envoyer des logs et les métriques sont récupérées de CloudWatch. Et aujourd'hui, on travaille exclusivement avec AWS pour les services managés. Donc, GCP Azure, on n'en a pas. Et ça viendra après. Ça, c'est sur votre roadmap. Donc, on donne accès à une partie de mon compte, en tout cas en lecture sur CloudWatch. J'installe un agent éventuellement sur les parties containers EC2. Et puis, je suppose qu'il y a une phase d'apprentissage en machine learning. Le système doit apprendre c'est quoi le niveau normal de mon système. Je suis correct dans ma supposition? Oui. C'est bien ça. En fait, il y a une phase d'apprentissage. Après, en fait, pour faire vite et pour faire un petit résumé des steps, des étapes en fait de machine learning qu'on performe sur la data, on peut diviser ça en deux étapes
principale. Donc, comme on avait dit déjà, en fait, Packet AI, on fait deux choses. Donc, la première chose, c'est prédire les incidents IT, c'est-à-dire on détecte à l'avance les incidents qui pourraient arriver dans le futur. Et la deuxième chose, c'est la partie RCA, c'est Root Cause Analysis. Quand il y a un incident qu'on n'a pas prédit, on vous dit instantanément c'est quoi la root cause. En fait, est-ce que c'est le CPU, est-ce que c'est la mémoire, est-ce qu'autre chose. Pour les deux problèmes, en fait, ça revient à résoudre le problème suivant, qui étant donné un événement A maintenant sur le nœud 1, c'est quoi la proba d'avoir un événement B sur le nœud 2 dans 10 minutes ou 5 minutes par exemple. Et pour cela, on a une panoplie en fait d'algorithmes qui tournent en parallèle pour traiter les logs, les métriques, les traces, faire les relations, les corrélations comme j'avais mentionné avant. Et voilà, sortir des messages de type, il y a 80% de chances qu'on aura une latence majeure sur l'appli A dans 20 minutes par exemple. Ou sinon sortir des messages comme OK, l'incident de latence qui a eu lieu il y a 2 minutes, en fait, ça vient d'une instance MySQL qui est saturée en termes de réseau. Voilà. C'est les deux messages qui vont être envoyés au end user. Alors, pour faire tout ça, en fait, on a beaucoup d'algo de machine learning. Donc, pour les logs, on a tout ce qui est NLP, traitement de texte, nettoyage de texte qui se fait automatiquement aussi. Donc, en fait, ça revient à comprendre le content des logs qui sont écrits en anglais. Aujourd'hui, on ne supporte que les logs qui sont en anglais. Donc, on comprend ce qui se passe dans les logs et on essaye de détecter les déviations du normal ou ce qu'on appelle les anomalies. Voilà. Et on a plein de types d'anomalies. Je vais citer très rapidement quelques types. Donc, on a le premier type d'anomalie sur les logs qui est les outlier detection, c'est-à-dire, imaginons pendant 6 mois, on a toujours les mêmes logs qui reviennent toujours. Après un jour, lundi matin, on a un log qu'on n'a jamais vu. Jamais. Donc ça, c'est un outlier. On le détecte facilement. Le deuxième type, c'est l'anomalie qu'on appelle pattern, c'est-à-dire on regarde ce qui est écrit dans les logs. Et dès qu'il y a des déviations du normal en termes de contenu, on alerte les utilisateurs aussi, on leur dit, voilà, il y a un contenu dans les logs qu'on n'a jamais vu, en fait. Absolument. Le troisième type, c'est la séquence, c'est-à-dire, imaginons qu'on a un comportement normal qui reflète, en fait, le comportement des utilisateurs. Exemple, l'utilisateur vient, se log, scroll sur le site. Après, il met un item dans le basket. Après, il check out, il paye, il sort, il log out. Donc ça, c'est un comportement qu'on voit dans les logs derrière, dans les logs de MySQL, dans les logs de Kafka, etc., etc. Donc, dès qu'il y a un comportement anormal, exemple, il y a un utilisateur qui vient, il scroll pendant des heures et des heures. Après, il commence à faire des trucs comme, voilà, il paye plusieurs fois le même item. Donc ça, c'est des comportements anormaux qu'on détecte aussi dans les logs. Donc ça, on les appelle les anomalies de séquence. Ça, c'est les logs. La partie métrique, il y a aussi beaucoup d'algos qui tournent en parallèle. Donc tout ce qui est trend analysis, ça permet de prédire les problèmes sur les disques, par exemple. Donc en observant ce qui se passe sur le disque en termes de read-write rates, maintenant, à l'instant, on va prédire en fait est-ce qu'il va être saturé dans 20 minutes, 2 jours, 3 jours, etc. Donc ça, c'est trend analysis. On a seasonality detection ou analysis aussi. C'est-à-dire, on prend compte, en fait, des vacances, des week-ends, des événements répétitifs, etc. Donc ça, c'est les métriques. Après, il y a une partie qui est super intéressante aussi, qui est basée sur les briques de anomaly detection, justement. Et ça, c'est la partie centrale de Packet AI, c'est la partie inférence causale. Donc, on a un moteur d'inférence causale qui, justement... C'est-à-dire essayer de trouver le root cause d'un événement. Et la prédiction. Il fait les deux. D'accord. Donc, il sait trouver les root causes des événements qui sont déjà passés et il prédit les événements problématiques qui risquent d'arriver dans le futur. Donc, tout simplement, c'est un moteur d'inférence causale. Encore une fois, il répond à la question. Voilà. Étant donné un événement A, maintenant, c'est quoi la probabilité d'avoir un événement B problématique dans 5 minutes, etc. Et ça, c'est beaucoup de théories de graphes, théorie des graphes dedans, oui. Des probas, de l'inférence, de deep learning aussi un peu. Chez Packet AI, on utilise même des algos qui sont très récents, notamment le deep learning appliqué au graphe, c'est-à-dire c'est une discipline récente aussi.
qui s'appelle Graph Machine Learning. Donc vous avez un team de statisticiens, mathématiciens, data scientists. Ce sont les profils qui travaillent dans vos équipes. 60% de l'équipe, c'est soit des chercheurs PhD, donc c'est des docteurs en informatique, ou sinon des ingénieurs mathématiciens, des experts en proba. Votre solution tourne sur AWS également. Comment ça marche sous le capot? C'est quoi les différents services que vous utilisez? Déjà pour ingérer et stocker le volume de données dont on a parlé au début, et puis après pour faire ces points d'inférence, etc. Alors, AWS c'est génial déjà parce que ça nous permet d'accélérer le déploiement. Aujourd'hui, on utilise tout ce qui est brique sécurité de AWS parce qu'il y a en fait, comment ça marche la solution, c'est que l'utilisateur installe un agent, l'agent envoie la data vers notre infrastructure AWS. Donc il faut sécuriser. Qu'est-ce qu'il reçoit là? Premièrement, il faut sécuriser en fait les endpoints entre l'agent et notre infrastructure. Et ça, AWS le fait très très bien. Donc on est secure. Le deuxième challenge majeur pour notre infrastructure, c'est la data. Donc on reçoit des terabytes par heure. Qu'est-ce qui ingère les données? Vous avez un Kinesis, un Kafka, un Kafka managé? C'est un Kafka qu'on manage nous-mêmes sur des instances EC2. Après, derrière, on EC2, d'accord. En fait, on déploie sur EKS. Donc, c'est des clusters cubes. Et comme c'est managé par AWS, on a une grande confiance en termes de scalabilité, de fault tolerance, availability, etc. Et donc ce cluster cube, il va consommer les données qui sont dans Kafka. Oui. Ou vos points d'inférence, vous les déployez sur Cube aussi? Le point d'inférence, alors oui, sur Cube aussi. Après, il y a des techniques en fait de réentraînement automatique, de CI/CD spécialisés pour le machine learning. Ça, on utilisait en fait des outils qui viennent de Google, notamment. Donc, vous réentraînez les modèles au fil de l'eau, que vous recevez les données de vos clients, les modèles sont réentraînés. Mais quand on dit au fil de l'eau, c'est quoi? C'est toutes les minutes, toutes les heures? Ça dépend. Tous les jours? Ça dépend en fait, ça dépend du besoin. Il y a des infrastructures ou des clients dont on a besoin de réentraîner les modèles chaque semaine, toutes les semaines. Il y en a d'autres toutes les heures. Après, ça dépend aussi des métriques et des logs, donc des sources de données. Je vais vous donner un exemple très simple. Un client qui a une base de données, qui a, en fait, le centre de son infrastructure, c'est une base de données MySQL qui change pratiquement jamais, donc c'est assez stable dans le temps. Donc, ce client-là, on va réentraîner le modèle qui observe l'instance MySQL tous les mois. Donc, il n'y a pas besoin de réentraîner le modèle plus souvent que ça. Pour d'autres clients qui sont, le corps de leur infrastructure, c'est un middleware Docker ou Kubernetes. Donc, on sait que c'est très dynamique comme un type d'infrastructure. Et dans ce cas-là, on réentraîne les modèles pour les logs et les métriques très souvent. Donc, tous les jours, tous les 3 jours, etc. Ça veut dire que vos modèles sont spécifiques à vos clients? Il y a une phase d'onboarding où vous allez parler au client, comprendre son application, ou ce sont vos systèmes qui détectent ça automatiquement et qui appliquent le bon pattern pour le bon type d'application? Oui. Je rêve peut-être un peu là. Aujourd'hui, je suis trop optimiste. Cette partie, elle n'est pas automatisée à 100% en fait. Je peux dire on est à 50% automatique, enfin en termes de réentraînement. C'est-à-dire en fait on a un modèle qui détecte quand est-ce qu'on doit réentraîner les autres modèles de machine learning. Mais on est automatisé à 50%. Les autres c'est manuel. Donc il y a un ingénieur qui observe derrière en fait les changements dans la data, dans les logs, les métriques. Après il décide de réentraîner ces modèles, il les push. Bien, on a parlé de comment démarrer. Vous contacter, installer un agent, commencer à envoyer les métriques, utiliser vos dashboards. J'avais vu dans la démo notamment un graphe de dépendance qui se crée tout seul à partir de l'agent, où on voit tous les microservices, les bases de données de façon graphique, et on peut les cliquer vraiment graphiquement dans le dashboard sur les points qui deviennent orange ou rouge en fonction des problèmes qu'il peut y avoir là. C'est très visuel. On a parlé également de comment ça marche sous le capot. Quelle tendance vous voyez pour le futur? Comment vous voyez 2021 et au-delà? Nous, de toute façon, on est convaincus que la seule réponse d'observabilité, de monitoring en dit ce qu'on veut, c'est du machine learning, parce qu'avec des humains, on voit comment ça marche et on a plein de contraintes.
Donc là, on a commencé Packet AI avec, comme on a dit, anticiper les incidents aux prédictions et la partie root cause analysis. Et après demain, comment aider les ingénieurs à remédier les problèmes. Donc, on n'est pas encore allé sur la partie rémédiation. Ça, c'est quelque chose qui va venir dans le futur. On a parlé des traces. C'est quelque chose qu'on va intégrer parce que ça nous apporte plus de data points pour faire du machine learning et ça améliore la performance. Et voilà, en une ligne. Et je pense que ça tu vois sur le marché partout. Les cloud providers comme AWS ou les vendeurs comme Datadog ou peu importe, tout le monde est d'accord sur la partie machine learning. Après, il faut intégrer. Donc ça, il y a plein de challenges. C'est pas un sujet simple. Comme on a dit, c'est du temps réel, c'est beaucoup de données, ce sont des données complexes. Nous, on a l'avantage parce qu'on a créé Packet AI avec ça comme le fundamental, c'est-à-dire qu'on est parti de scratch, on a tout créé sur du machine learning, donc c'est un peu plus simple que quelqu'un, un éditeur qui existe, qui va rajouter comme features. Ça après, donc le problème, c'est aussi collecter des données, nettoyer les données, avoir les données dans un certain forme. Parce que sinon, c'est garbage in, garbage out. Ça, tout le monde le connaît. Donc, ça aussi, c'est très intéressant. Donc, tout ce qui est l'agent, tout ce qui est collecte de données, tu as mentionné la topologie, le graphe dynamique, que tu changes l'infrastructure, le graphe va changer, mais tout est mappé. Et donc, la façon dont on collecte les données, la façon dont on clean les données, on nettoie les données et le transforme les données pour être exploité par le machine learning après les algos. Donc, toute la chaîne est très importante et donc nous, oui, c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus sur le marché, l'adoption de machine learning et l'AI pour faire du ITOps. Oui, j'aimerais ajouter en fait une petite note sur la remédiation. Aujourd'hui, on a des modèles qu'on a créés il y a quelques mois, en fait, qui sont capables, quand il y a un incident. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est que quand il y a un incident, généralement, les ingénieurs, ils perdent un peu de temps, c'est-à-dire de 30 minutes à 1 heure ou plus, sur Internet, à chercher des solutions. Donc, ils vont sur Quora, ils vont sur Stack Overflow, généralement, ils passent 30 minutes à poser des questions quand c'est pas très, très clair ou quand il n'y a pas déjà des incidents similaires. Problème, ouais. Ouais. Et nous, on a créé des modèles qui vont sur Internet, sur Stack Overflow, etc. Et en moins de 3 secondes, ils reviennent avec les top 3 suggestions pour résoudre le problème. Donc voilà. Donc comme nous on a toute la data et les logs et les métriques, on connaît la root cause du problème. Donc on va formuler un ticket en langage naturel, en natural language, c'est-à-dire en anglais, automatiquement, et on prend ce ticket là, on le poste sur les moteurs de recherche de Stack Overflow, Quora, etc. Et on revient avec les 3 propositions les plus pertinentes en fait pour résoudre le problème. Donc c'est non seulement de la détection, de la prédiction, mais également de la résolution, de la suggestion en tout cas. C'est l'aide à la résolution. Et après, si on va plus loin que 2021, peut-être en 2022, on a un plan pour même intégrer les actions. C'est-à-dire on aura un modèle aussi qui prend des actions en fait. Genre redémarrer un container, redémarrer un service. Oui. Même changer les fichiers de config. D'accord. Waouh. Eh bien, je crois qu'on va se reparler d'ici 1 an, d'ici 2 ans, pour voir comment tout ça évolue. Merci d'avoir expliqué Packet AI. Si vous qui nous écoutez, vous avez des soucis aujourd'hui avec l'observabilité de vos systèmes, avec le monitoring des systèmes, allez faire un tour sur packet.ai. L'URL complète et les liens sont dans les notes du podcast. Adi Hardik. C'est packetai.co. Ah, pardon. Juste pour corriger. Donc, si vous aussi, vous avez des problèmes d'observabilité et de monitoring, allez sur packetai, en un mot, .co, packetai.co, et les notes seront dans, l'URL sera dans les notes du podcast. Adi Hardik, merci d'avoir donné un peu de votre temps et d'expliquer Packet AI. Bonne continuation. À vous qui nous écoutez, merci d'être restés jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.